Bonsoir mes amis, je suis heureux de vous retrouver encore une fois autour d'un nouveau thème. Si vous voulez, aujourd'hui nous allons parler des nouveautés apportées par le système comptable financier en matière d'amortissement des immobilisations, qu'elles soient corporelles ou incorporelles, d'accord? Donc nous allons, si vous voulez, parler à bâton rompu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on va évoquer les aspects nouveaux que l'on connaît en matière, si vous voulez, comptable, et on va aborder également l'aspect fiscal, si vous voulez, des amortissements, même si, si vous voulez, de ce côté-ci, il n'y a pas vraiment beaucoup de modifications. Parfait. Donc, on va commencer, comme nous avons l'habitude de le faire, par définir les amortissements ou bien l'amortissement. Qu'est-ce que l'amortissement? Dans le mot amortissement, si vous voulez, il y a en quelque sorte le mot mort, n'est-ce pas? Il y a le mot mort au milieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'immobilisation se meurt peu à peu, en quelque sorte. Elle se dépérit, c'est-à-dire que sa valeur devient de plus en plus faible jusqu'à devenir carrément nulle en fin de parcours. D'accord? Donc, qu'est-ce que l'amortissement? On l'appelait déjà, jadis, on l'appelait déjà, si vous voulez, dépérissement, n'est-ce pas? On peut le définir également comme étant l'amoindrissement de la valeur d'une immobilisation ou bien d'un actif d'une manière générale. Comment, si vous voulez, le définir, si vous voulez, aussi bien les normes internationales, n'est-ce pas? Il y a une norme spécifique, c'est la norme IAS 36. Nous avons aussi le SCF, dont, si vous voulez, les définitions se rapprochent. Et on vous dit que l'amortissement correspond à la répartition de la valeur d'une immobilisation sur sa durée d'utilité, n'est-ce pas? Ou bien sur sa durée d'utilisation. Parfait. Donc, à travers, si vous voulez, cette définition, répartition de la valeur d'un actif sur sa durée d'utilité, nous allons voir que beaucoup d'autres, si vous voulez, définitions vont découler en quelque sorte de ce paradigme. Parfait. Donc, là, l'amortissement, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il doit refléter? Il doit refléter justement le rythme de consommation des avantages économiques liés à une immobilisation, n'est-ce pas? Donc, souvenez-vous, si vous voulez, toutes les dépenses que fait, si vous voulez, une entreprise, c'est soit appelé à être consommé dans le cycle courant, c'est-à-dire dans le cycle court, n'est-ce pas, de l'exploitation de l'activité, soit appelé, si vous voulez, à produire des avantages sur une durée plus longue, généralement supérieure à une année, n'est-ce pas? Donc, grosso modo, si vous voulez, les dépenses que l'on fait, c'est soit un 6, c'est-à-dire charge, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes dans le court terme, c'est-à-dire le cycle d'exploitation courant, si la dépense que nous effectuons va se traduire par des avantages économiques futurs, si vous voulez, on va passer par les comptes de la classe 2, immobilisation, d'accord? Qu'elle soit corporelle, incorporelle et d'ailleurs même financière. Parfait. Donc, si vous voulez, cette définition-là, ou bien cette observation, si vous voulez, elle découle d'une hypothèse reconnue généralement, aussi bien nous avons dit chez le SCF que chez les IFRS d'une manière générale, c'est dû essentiellement, si vous voulez, au respect d'une hypothèse que l'on appelle la continuité d'exploitation, n'est-ce pas? C'est une hypothèse qui est vérifiée, c'est-à-dire que ici nous allons imaginer l'entreprise dans une optique de continuité d'exploitation, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'elle ne va pas cesser son activité dans un avenir prévisible, n'est-ce pas? Donc, nous avons le temps, nous nous projetons dans le temps, et d'autre part, il y a un autre principe que vous connaissez tous sûrement, qui est, si vous voulez, le rattachement des charges et des produits. Imaginons par exemple que vous achetez une machine dont la durée d'utilité, par exemple, est de 10 ans, n'est-ce pas? Parfait. Donc, elle est censée produire des avantages économiques, c'est-à-dire contribuer au profit réalisé par l'entité pendant, on va dire, une période de 10 années. Mais imaginons, si vous voulez, qu'on la comptabilise immédiatement en charge. N'est-ce pas? Par exemple, on va dire, nous avons une valeur de 6 millions, n'est-ce pas? Que l'on va mettre ici. On comptabilise immédiatement en charge
n'est-ce pas? Donc ça peut contribuer peut-être à la réalisation d'une perte au cours de la première année, mais toutes les années à venir, nous n'aurons que du profit, en quelque sorte brut. Nous n'aurons rien à déduire, si vous voulez, des profits ou bien des produits que nous réaliserons à l'avenir. D'accord? Donc, si vous voulez, souvenez-vous, il y a aussi le principe de corrélation, si vous voulez, des charges et des produits. C'est-à-dire, les uns sont liés aux autres, n'est-ce pas? Donc, c'est un petit peu toute la comptabilité financière, si vous voulez, que l'on connaît actuellement, c'est un petit peu le carrefour d'application de tous les principes, de toutes les hypothèses, n'est-ce pas, et de toutes les conventions que l'on connaît en comptabilité. Donc, souvenez-vous, nous avons dit l'amortissement correspond à la répartition de la valeur d'un actif sur sa durée d'utilisation. Parfait. Donc, à quoi sert, si vous voulez, d'abord l'amortissement? N'est-ce pas? Pourquoi on amortit? Tout simplement, vous connaissez tous un principe en comptabilité analytique. Le coût, si vous voulez, d'un stock, d'une production, si vous voulez, c'est l'ensemble des charges qui auront contribué à la formation de ces produits ou de ces stocks d'une manière générale, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, l'amortissement d'une machine, il sera affecté soit directement, soit après, si vous voulez, affectation dans des centres d'analyse. Nous allons essayer de voir cela dans des capsules à venir, n'est-ce pas? On va étudier, si vous voulez, les méthodes de calcul des coûts. Il y a des méthodes directes, il y a, si vous voulez, des méthodes indirectes, il y a le direct costing, il y a, si vous voulez, le coût, j'allais dire, préétabli. Il y a beaucoup de, si vous voulez, de méthodes que l'on va essayer de détailler plus loin. Mais maintenant, revenons, si vous voulez, à l'essentiel. Donc, l'amortissement sert à calculer des coûts de revient des produits, des stocks et des biens que l'on produit tout simplement, n'est-ce pas? Donc, premier objectif, si vous voulez, premier objectif, première nécessité, il faut imputer, il faut affecter, si vous voulez, le coût lié à l'amortissement, si vous voulez, au coût de revient, si vous voulez, des biens et des produits fabriqués par l'entité. Secondo, l'amortissement sert, si vous voulez, à maintenir une trésorerie d'équilibre, si vous voulez, qui correspond à la consommation des avantages économiques liés à cet actif. Je m'explique. Quand on amortit, nous avons une charge, n'est-ce pas? C'est une charge qui est le 68, dotation aux amortissements, plus exactement, n'est-ce pas? Et que fait, si vous voulez, cette charge? Cette charge-là, elle va neutraliser en quelque sorte les produits générés par l'entité, n'est-ce pas? Donc elle va ramener, si vous voulez, le résultat vers le bas. Et si elle ramène le résultat vers le bas, ça veut dire qu'elle diminue en quelque sorte d'abord l'impôt et elle diminue également, si vous voulez, les répartitions, n'est-ce pas, de dividendes sur les associés, les actionnaires, etc. D'accord? Donc, si vous voulez, en diminuant ces dépenses-là, ces répartitions de dividendes d'une manière générale, si vous voulez, elle permet de maintenir, si vous voulez, une trésorerie équivalente à la consommation, c'est-à-dire à la dotation aux amortissements concernés. Parfait. Donc, secondo et tertio, si vous voulez, troisième rôle joué, si vous voulez, par les amortissements, c'est que les amortissements, nous savons tous, en analyse financière, ça fait partie, en quelque sorte, du calcul de la capacité d'autofinancement, CAF, n'est-ce pas? CAF. N'est-ce pas? Lorsque nous aurons obtenu, si vous voulez, le résultat de l'entité, nous allons rajouter, entre autres, n'est-ce pas, l'amortissement pour obtenir la CAF. D'accord? C'est le cas également des provisions, mais restons-en, si vous voulez, dans l'amortissement. Pourquoi on rajoute le résultat, si vous voulez, pourquoi on rajoute, l'amortissement au résultat pour obtenir la CAF, n'est-ce pas? Donc, résultat plus amortissement égale CAF. Tout simplement parce que l'amortissement ne correspond pas, si vous voulez, à une charge décaissable. Il s'agit tout simplement d'une charge calculée qui n'a pas, si vous voulez, d'influence sur la trésorerie. C'est pour ça qu'on la rajoute
pour obtenir la CAF. Et la CAF, comme nous le savons, elle permet, si vous voulez, le renouvellement des immobilisations, n'est-ce pas? Elle permet, elle ne garantit sûrement pas, parce que nous savons tous que la trésorerie, c'est tout sauf le résultat, parce qu'en quelque sorte, le résultat, il est dilué, si vous voulez, à travers tous les postes du bilan. Nous avons, si vous voulez, une trésorerie, mais on peut la placer, si vous voulez, à travers des stocks, on peut la prêter, etc., cette trésorerie. Donc, nous avons dit, la CAF, en quelque sorte, permet de renouveler les immobilisations, mais elle ne garantit pas cela dans la mesure où nous avons dit que le cash ne correspond pas forcément, en quelque sorte, à la capacité de renouvellement. Parfait. Maintenant, parlons de la durée. Sur quelle durée allons-nous, si vous voulez, amortir ou constater la dépréciation des immobilisations, corporelles ou corporelles? Parfait. Donc, premièrement, nous avons, si vous voulez, le facteur physique, n'est-ce pas? Une machine que nous avons achetée il y a 5-6 ans, forcément, ses caractéristiques physiques, n'est-ce pas, ne sont plus les mêmes au premier jour qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, forcément, à travers l'utilisation continue, régulière de la machine, elle perd de sa valeur, elle se déprécie, n'est-ce pas? Donc, ceci est pour le premier aspect, d'accord? Donc, l'utilisation d'une manière continue va contribuer, si vous voulez, à la dégradation, à l'amortissement de la valeur de l'immobilisation. Secondo, nous avons le facteur technologique, n'est-ce pas? Nous pouvons bien avoir une durée d'utilité physique quelconque, par exemple, prenons le cas d'un ordinateur, n'est-ce pas? Vous savez que la technologie informatique qui est à la pointe, si vous voulez, de l'innovation actuellement, il y a pratiquement de nouveaux produits, il y a de nouvelles machines, il y a de nouveaux serveurs, il y a de nouvelles technologies, pratiquement en jet continu, en flux continu, n'est-ce pas? Donc même si un ordinateur peut servir, si vous voulez, pendant 5 ans, pendant 6 ans, mais sa durée de vie technologique, si vous voulez, est nettement plus courte, n'est-ce pas? On parle parfois de périodes parfois inférieures à une année, n'est-ce pas? Parce que les innovations se suivent en quelque sorte les unes derrière les autres. Et puis, en dernier lieu, nous avons la politique de renouvellement des immobilisations. Je vous donne l'exemple d'une société de distribution, par exemple, de courrier. Est-ce que vous êtes d'accord? Il se peut que les véhicules que cette société acquiert pour distribuer le courrier peuvent vivre jusqu'à 10 années sans le moindre problème. Mais si la société a une politique de renouvellement de ces véhicules toutes les 3 années, par exemple, donc elle va forcément amortir ces véhicules sur 3 années, combien même la durée d'utilité physique va au-delà. D'accord? Donc ici, si vous voulez, nous nous plaçons dans une approche prospective, d'accord? Prospective, c'est-à-dire il y a des intentions, n'est-ce pas? Il y a une comptabilité d'intention, n'est-ce pas? Je ne veux pas parler de la comptabilité d'intention au sens péjoratif, au sens de manipulation, mais là, je veux dire la prospection, en quelque sorte. Nous nous projetons dans l'avenir et d'ailleurs, notre vocabulaire s'est enrichi dans le temps, si vous voulez, comment on appelle, si vous voulez, ce document qui retrace les dotations annuelles aux amortissements, on l'appelait tout simplement tableau d'amortissement, n'est-ce pas? On l'appelait tableau. Et maintenant, comment on l'appelle? On ne l'appelle plus tableau, mais on l'appelle plan, n'est-ce pas? On l'appelle plan, pourquoi? Parce que, d'abord, il s'agit d'une opération à planifier. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis, le tableau, si vous voulez, c'est un document figé. Dans le temps, sous le règne du PCN, qu'est-ce qu'on faisait? Dès l'entrée d'une machine dans l'entreprise, on pouvait d'ores et déjà tracer son tableau. Il est figé, il ne risque pas beaucoup de changer. D'accord? Par contre, en régime SCF, si vous voulez, il y a beaucoup d'aspects qui interviennent et qui peuvent, si vous voulez, influer sur le changement justement du plan d'amortissement. D'accord? Il n'est pas interdit, par exemple, de réestimer, si vous voulez, la durée d'utilité d'une immobilisation. Et puis, nous allons revenir là-dessus, il y a une autre, si vous voulez,
dépréciation qui touche l'immobilisation et qui n'est pas due, si vous voulez, à l'utilisation normale, d'accord? Ce qui est dû à l'utilisation normale d'une immobilisation, nous avons dit, ça s'appelle l'amortissement. Par contre, si vous voulez la perte de valeur occasionnelle, ponctuelle, qui peut toucher une immobilisation, cela s'appelle la perte de valeur, n'est-ce pas? Rappelez-moi, on va, si vous voulez, organiser, on va, si vous voulez, préparer une capsule de vidéo spécialement dédiée aux pertes de valeur, n'est-ce pas, qui fait, si vous voulez, le complément à l'amortissement dans les dépréciations des immobilisations d'une manière générale. Donc le plan est appelé, si vous voulez, à être modifié, est appelé à évoluer, tandis que le tableau est, lui, figé, d'accord? Il reste figé. Donc il y a beaucoup d'autres paramètres, n'est-ce pas? Rappelons, juste pour le détail, que, si vous voulez, l'amortissement est irréversible. Une fois constaté l'amortissement, on ne doit pas revenir en arrière, d'accord? Par contre, une perte de valeur occasionnelle que l'on subit, si vous voulez, que l'on impacte sur une machine, on peut revenir dessus si vous voulez, des conditions, si des signaux nous permettent de dire que finalement la perte que nous avons enregistrée au cours de l'exercice ou des exercices passés ne sont pas avérées. Donc il est toujours possible de revenir sur des pertes de valeur, tandis que l'amortissement, une fois constaté, lui, est irréversible. Parfait. Parlons maintenant brièvement des, si vous voulez, des méthodes ou bien des modes. Moi, je préfère dire mode d'amortissement plutôt que méthode d'amortissement parce que, si vous voulez, pour ne pas faire l'amalgame en quelque sorte avec les méthodes au sens d'une norme spécifique, méthode comptable, l'IAS 8, dont le SCF, si vous voulez, reprend en quelque sorte les grands axes, nous allons avoir l'occasion d'en parler. Donc, mode d'amortissement, si vous voulez, il doit refléter en quelque sorte le rythme de consommation des avantages économiques d'une immobilisation, n'est-ce pas? Le tout est de voir comment répartir cette valeur. Nous avons dit que c'est la répartition de la valeur d'un actif sur une durée d'utilité. Maintenant, comment, n'est-ce pas? Nous avons parlé du principe, maintenant on va parler du comment. Parfait. Donc, comme mode d'amortissement, moi, je connais, comme vous tous, le linéaire ou bien le mode constant, n'est-ce pas, qui consiste à répartir uniformément la valeur d'utilité, si vous voulez, de la machine sur une durée de vie probable. D'accord? Nous avons 5 ans, nous allons prendre le même pourcent chaque année et cette méthode s'appelle, si vous voulez, la méthode par défaut. D'accord? Quand vous n'avez pas d'indice fiable sur le rythme de consommation, si vous voulez, des avantages économiques liés à une immobilisation, nous allons opter, si vous voulez, pour le système par défaut qui s'appelle le linéaire. Parfait. Et maintenant, il y a aussi un rythme accéléré, si vous voulez, dès les premières années. On appelle ce rythme, si vous voulez, le dégressif, n'est-ce pas? C'est-à-dire on constate des amortissements importants au début de la vie de l'immobilisation et puis, si vous voulez, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, cette dotation d'amortissement va diminuer crescendo, c'est-à-dire elle va diminuer au fur et à mesure jusqu'à s'éteindre à la fin de la durée d'utilité de cette machine, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, le dégressif, il vise davantage, si vous voulez, des aspects fiscaux, n'est-ce pas? En amortissant, en dégressif, une immobilisation, d'ailleurs ça a été repris, si vous voulez, par le code des impôts directs, il est reconnu, n'est-ce pas? Il est soumis à certaines conditions, nous allons voir cela dans une capsule dédiée essentiellement à l'amortissement dégressif, mais nous allons parler uniquement des grands contours. Maintenant, d'accord? Donc, dégressif, nous allons amortir, si vous voulez, des montants importants au départ, puis ça va diminuer jusqu'à l'extinction, enfin, de durée d'utilité de l'immobilisation. Et puis, il y a le sens inverse, le progressif, d'accord? Le progressif, si vous voulez, on va constater des dotations aux amortissements pas très importantes au départ, n'est-ce pas? Et puis, celles-ci, elles vont croître, d'accord? Donc, si vous voulez, c'est en quelque sorte un mode croissant, n'est-ce pas? Donc, contrairement au mode décroissant ou bien dégressif que nous venons de voir. Et nous allons voir, si vous voulez, dans la vidéo dédiée
au progressif, comment on procède, pourquoi on le fait et comment, etc. D'accord? Nous allons répondre à toutes ces questions. Et puis, une nouveauté, si vous voulez, que l'on n'a pas connue, si vous voulez, sous le règne du PCN, moi qui ai fait, si vous voulez, les deux systèmes, qui ai assisté en quelque sorte aux deux versions, n'est-ce pas? Celle-ci s'appelle le mode d'amortissement variable, ou on appelle également l'amortissement selon les unités produites. C'est-à-dire, celle-ci est une méthode analytique, n'est-ce pas, qui correspond beaucoup mieux, qui reflète beaucoup mieux le rythme de consommation des avantages économiques. Bien entendu, il a ses avantages, il a ses inconvénients, mais là, par exemple, si nous utilisons nos machines intensément, nous allons constater, si vous voulez, une dotation aux amortissements importante. Si le matériel est complètement à l'arrêt, nous ne procédons pas à l'amortissement, tout simplement parce que nous avons dit, rappelez-vous, le principe de rattachement des charges et des produits. Il y a charge, il y aura produit, n'est-ce pas? Il n'y a pas de charge, forcément, il n'y a pas de produit. C'est le principe de corrélation en quelque sorte. Parfait. Quelles sont les nouveautés aussi dont on a entendu parler, si vous voulez, au sujet des amortissements brièvement? Nous avons parlé également de l'amortissement par composant, n'est-ce pas? Par composant. Qu'est-ce que cela veut dire par composant? Certaines immobilisations, si vous voulez, sont formées de plusieurs modules, de plusieurs, en quelque sorte, pièces, si vous voulez. Vous avez par exemple un avion qui a des réacteurs, qui a un fuselage, qui a un équipement électronique, qui a les moteurs, etc., n'est-ce pas? Ces composants, si vous voulez, d'où le nom amortissement par composant, n'est-ce pas, ont des durées d'utilité, si vous voulez, différentes. Donc, ils produisent, si vous voulez, des avantages économiques selon des rythmes différents. Donc, si vous voulez, pourquoi amortir le tout en un seul bloc alors qu'il y a des indices qui nous disent carrément que, si vous voulez, le moteur, par exemple, d'une ambulance, ne vit pas la même durée de vie, par exemple, que toute la carrosserie, que tout, si vous voulez, le reste, que le châssis, etc. Donc, il est pertinent de, si vous voulez, de prendre chaque composant et de l'amortir sur sa durée d'utilité, n'est-ce pas? On ne va pas pousser, bien entendu, le détail, jusqu'au détail du détail, parce que, par exemple, dans une voiture, on peut trouver jusqu'à 3000 à 4000 pièces. Donc, nous n'allons pas nous amuser à amortir chaque pièce, n'est-ce pas, toute seule, mais on va, si vous voulez, saisir les composants significatifs qui ont de la valeur et qui éclairent, bien entendu, qui vont être amortis sur des durées d'utilité différentes. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'il y a également comme nouveauté dans le système comptable financier qui vise les amortissements? Moi, j'ai entendu également parler, par exemple, de la valeur résiduelle. Qu'est-ce que la valeur résiduelle? Lorsqu'on amortit, si vous voulez, un équipement sur une durée nettement inférieure à la durée d'utilité physique, n'est-ce pas? Nous avons pris, par exemple, le cas de la politique d'amortissement dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons dit, par exemple, une société décide d'amortir ses véhicules particuliers sur 3 ans, alors que leur durée d'utilisation physique, si vous voulez, elle est de 10 ans. Donc, qu'est-ce qui s'ensuit? Si vous voulez, à la fin de la 3e année, ce véhicule, il aura une valeur résiduelle significative. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Conséquence, qu'est-ce qu'on va faire de cette valeur résiduelle de l'immobilisation? On va tout simplement, si vous voulez, l'enlever, on va la soustraire de la valeur d'origine de l'immobilisation et on va amortir tout simplement sur, en quelque sorte, la valeur qui nous reste. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple une voiture, par exemple, qui fait, on va dire, 3 millions de dinars, n'est-ce pas? 3 millions de dinars, n'est-ce pas? On estime sa valeur résiduelle, si vous voulez, à 1 million, n'est-ce pas? Après 3 années, par exemple, d'utilisation, nous récupérons quand même 1 million. Donc, quelle est, si vous voulez, la base d'amortissement de notre immobilisation ici? Ça ne va plus être 3 millions, mais 3 millions moins 1 million, ça va être 2 millions, n'est-ce pas? Que l'on va répartir au rythme, si vous voulez, de 3 années. Donc, nous aurons, si vous voulez, 33,33% et
la même chose, si vous voulez, pour le deuxième et le troisième exercice. Et en fin de parcours, nous obtiendrons, si vous voulez, notre 1 million qui est là, qui n'a pas subi, si vous voulez, l'amortissement, ce qui est tout à fait normal, n'est-ce pas? Donc on va amortir uniquement, si vous voulez, la valeur correspondant à la consommation des avantages économiques, n'est-ce pas? Ce que d'ailleurs les économistes appellent un stock d'utilité, n'est-ce pas? C'est comme si vous avez une machine qui est utile et qu'on va représenter, si vous voulez, son utilité en unités. Chaque année, si vous voulez, au cours de la durée d'utilisation de cette machine, on va consommer, si vous voulez, 2 unités sur 10, 3 unités sur 10, etc. D'accord? C'est une consommation à partir du stock d'utilité de cette machine. D'accord? Et puis, là, qu'est-ce que nous allons dire au sujet, si vous voulez, de l'amortissement des immobilisations? On peut dire également, si vous voulez, par exemple, que l'on peut changer, il n'est pas interdit, par exemple, de réestimer le mode d'amortissement au cours de son utilisation, n'est-ce pas? On a opté, par exemple, pour le linéaire. En comptabilité, si nous estimons que la consommation des avantages économiques a pris un autre rythme, il n'est pas interdit de le modifier. Si on estime, par exemple, une valeur résiduelle initialement à 1 million, et puis qu'il s'avère que cette machine va nous rapporter davantage ou moins, on va réestimer la valeur résiduelle. Et en réestimant la valeur résiduelle, on va, si vous voulez, réaffecter un autre montant à la base amortissable, n'est-ce pas? Donc ce changement-là, bien entendu, s'appelle un changement d'estimation, n'est-ce pas, comptable. Il ne s'agit pas d'un changement de méthode comptable. Quelle est la différence entre les deux, si vous voulez? Si on change une méthode d'amortissement, un mode d'amortissement, une valeur quelconque, ça va impacter uniquement le présent et le futur. Par contre, le changement de méthode, il est tourné, si vous voulez, vers le passé. Et là, forcément, on va, si vous voulez, impacter les capitaux propres à l'ouverture. Et si vous voulez, c'est un module également relativement étendu. Parfait. Finissons, si vous voulez, cette capsule en parlant, si vous voulez, de la fiscalité. Que dit la fiscalité dans tout ça? D'accord? La fiscalité, si vous voulez, elle parle jusque-là des 3 modes que l'on connaît, n'est-ce pas? Donc elle ne reconnaît pas, si vous voulez, la méthode des unités de production, c'est-à-dire l'amortissement variable, elle ne le reconnaît pas. Elle reconnaît donc le linéaire, le dégressif et le progressif. Le système fiscal algérien reconnaît, si vous voulez, ces 3 méthodes-là. Le système fiscal, si vous voulez, ne reconnaît pas, par exemple, la valeur résiduelle, n'est-ce pas? Donc, vous prenez, si vous voulez, dès l'acquisition d'une machine et à partir de là, vous commencez à décompter vos amortissements, n'est-ce pas? Donc, déjà, voyons ici également une modification, en quelque sorte, une petite divergence. En fiscalité, généralement, c'est la date d'acquisition, la date de la facture qui est reconnue. Par contre, en comptabilité, c'est plus pertinent, c'est la date de mise en service d'une immobilisation. C'est à partir de ce moment-là qu'elle va commencer à générer des avantages économiques au profit de l'entité. N'est-ce pas? Donc voilà, grosso modo, un petit peu la différence entre les deux, mais force est de constater que chez nous, par exemple, on est beaucoup influencé par la fiscalité, n'est-ce pas? Même si les modes d'amortissement, même si les méthodes, même si vous voulez, les nouveaux mécanismes sont beaucoup plus fiables maintenant en comptabilité, en SCF, malheureusement, comme nous avons assez souvent peur des retraitements, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne, si vous voulez, poursuivre tout simplement le chemin que nous indique le fisc. D'accord? J'espère que nous reviendrons sur les aspects que nous avons étudiés et je vous promets, nous allons réserver une capsule pour chaque méthode d'amortissement que nous avons vue. D'accord? Donc le linéaire, le dégressif, le progressif et l'amortissement variable. D'ici là, j'espère que vous m'avez suivi, que cette conclusion vous aura servi à quelque chose, que ces éléments indicatifs vous auront, si vous voulez, apporté un tant soit peu d'informations. Et d'ici là, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.